Anne de l'Estrade, qui va nous parler de la science participative et des espaces protégés. Quel bénéfice mutuel, avec l'expérience particulière de Phénoclim, le suivi de la phénologie. Bonjour. Oui. Donc je viens du CREA, qui est basé au pied du Mont Blanc, pour vous parler de sciences participatives, puisque cet organisme qui est non académique aime beaucoup jouer avec le public en général et essaye de partager un peu tous ses travaux de recherche avec le grand public. Donc c'est une expérience, l'expérience Phénoclim. Donc qu'est-ce que Phénoclim? Donc c'est un programme de recherche au départ, puisque on voulait se poser des questions de recherche sur l'impact du changement climatique sur la végétation en montagne et notamment sur la phénologie. Et à ce propos, on s'est dit qu'on aimerait bien faire participer un maximum de personnes à ce sujet de recherche. Et évidemment pour des raisons d'intérêt et d'obtention de données, mais aussi pour essayer de vulgariser, de sensibiliser un maximum sur ce sujet de changement climatique qui est devenu actuellement présent dans tous les discours. Mais à cette époque-là, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Donc on commence à avoir un certain retour sur cette activité. Notre devise, c'est le climat change, les citoyens veillent. Voilà. Et donc on est soutenu par un certain nombre d'institutions, notamment maintenant, avec, vous allez voir, un grand nombre de partenaires très très variés. Alors qu'est-ce que un programme de sciences participatives pour qu'il arrive à se pérenniser? Il faut penser dès le départ à un protocole très simple pour que tout le monde puisse participer. Donc on s'est lancé sur la végétation, sur des espèces très communes que vous pouvez trouver à peu près partout sur les Alpes ou sur les massifs montagneux, qui ont une grande répartition altitudinale. Donc c'est de la nature ordinaire que vous pouvez avoir dans votre jardin, mais qui existe aussi dans les parcs nationaux, bien sûr. Et donc voilà. Et donc on a choisi un petit nombre d'espèces pour aussi obtenir un maximum d'informations sur ces espèces-là et ne pas diversifier trop les observations. Le suivi est assez court dans le temps, donc l'idée est de minimiser un maximum les déplacements, donc pas aller chercher à faire des placettes dans des endroits où les gens auront du mal à retourner de manière fréquente, puisque l'idée c'est bien de faire des observations sur le très long terme, et donc de faciliter un maximum l'observation. Et donc voilà. Donc par exemple là c'est du mélèze. Donc vous observez les mélèzes à l'ouverture des bourgeons on a 3-4 stades au printemps et puis 1 ou 2 stades à l'automne. Et donc les personnes passent une fois par semaine. Donc ça reste assez soft. Et donc observe l'évolution de ces différents stades, note des individus, donc c'est toujours les mêmes arbres qui sont suivis, donc on a un suivi des mêmes individus dans le temps, c'est ça qui est très important aussi pour nous. Et donc le réseau d'acteurs est très varié, puisqu'on voulait absolument faire participer tous ces types d'acteurs, donc aussi bien les espaces protégés que les scolaires, que des particuliers qui font ça dans leur jardin, que des associations. Et tout l'intérêt, par exemple, associations ou espaces protégés peuvent être dans la démarche des relais de la démarche sur leur secteur, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à des échelles très larges, comme le massif des Alpes, par exemple. Donc nous, au pied de notre petit Mont Blanc, on peut pas rayonner de manière fantastique sur l'ensemble des Alpes, donc on a un gros intérêt à avoir des espaces protégés qui se servent de cette activité pour relayer auprès des autres participants, mais aussi pour diffuser le message et utiliser ce rendu à des fins pédagogiques. Et donc on a une grande partie des espaces protégés des Alpes du Nord, un petit peu moins dans les Alpes du Sud. Je ferai quelques appels peut-être pour quelques-uns qui pourraient nous rejoindre prochainement. Donc les pionniers, les écrins et la vanoise notamment, qui participent depuis une dizaine d'années sur ce programme.
Alors, en lien avec les observations sur les arbres, on a un réseau de stations de température qui a été implanté sur les sites de suivi, puisque l'intérêt était d'avoir sur les mêmes sites des données de la température ressentie par les plantes. Et ce projet de station de température a été également très participatif dans le montage du projet, puisqu'on a réussi à faire un partenariat avec des professionnels, des entreprises, des lycées professionnels, pardon, et des entreprises, pour créer ce prototype de station qui transmet de manière automatique les données sur notre serveur. Et donc c'était un investissement très intéressant parce que les lycées professionnels ont mobilisé leurs élèves pendant une année pour préparer, pour mettre en place un premier prototype. Et par exemple, en retour, ce qu'on a vu, c'est que les professeurs nous disaient que c'était la première année que l'ensemble des élèves a eu le bac professionnel, parce qu'ils avaient une vraie motivation pour aller jusqu'au bout du projet. Et ils suivaient les stations, même encore des années après, pour voir si leur station marchait toujours. Donc, ce partenariat lycée, entreprise et organisation comme association, par exemple, c'est poursuivi actuellement, puisque on a actuellement un partenariat avec la société Orange qui participe à la maintenance des équipements, c'est-à-dire qui ont intégré l'ensemble de notre réseau de stations ici présents sur les Alpes dans leur pack de réseau mobile, par exemple. Et donc, dès qu'on a une panne, eh ben, on les alerte et ils vont faire la maintenance de nos stations sur site. Donc, on a réussi à obtenir tout un service de personnel sur le terrain qui peuvent aller directement, dépanner nos stations, et qui peuvent aussi faire le lien sur le terrain avec les gens qui sont sur site, puisque ces stations sont disposées, par exemple, pour les parcs nationaux, près des stations d'accueil, près des maisons d'accueil, pardon. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir cet équipement pour le public, pour notamment valoriser ce programme et l'ensemble de la pédagogie qui se fait autour de ce programme. Je vois par exemple à Val-Louise, qui fait le programme depuis le début, il y a un gros investissement qui est fait autour de la pédagogie sur le programme. Vous avez les gardes moniteurs qui font les relevés, mais qui font aussi toutes leurs activités pédagogiques autour de ce programme. Enfin, une partie de leurs activités pédagogiques en utilisant les informations de ce programme, et donc qui ont un outil presque clé en main pour faire des activités pédagogiques. Et donc ces stations sont composées de différents capteurs à différentes hauteurs du sol qui permettent d'avoir en plus un paramètre important dans les Alpes qui est la hauteur de neige. Et donc vous avez ici par exemple les relevés qui sont faits à différentes altitudes tout au long de l'année, et là c'est le capteur à 0 qui est dans le sol et qui vous montre bien que dès qu'il y a de la neige, on a la température qui est à 0 degré, et donc vous avez aussi un indicateur du manteau neigeux, donc de la disparition du manteau neigeux, de la fonte de la neige qui se passe ici par exemple, et donc qui est un paramètre assez capital, notamment pour la phénologie de la végétation. Voilà, et donc on vient de refaire le site internet, parce que l'animation d'un réseau comme ça nécessite pas mal de dynamique, si vous voulez faire pérenniser ces observations. Et donc je pense qu'on en est au 3e site internet depuis le début du programme. Et donc vous avez ici les stations, vous pouvez observer ça sur le site internet en direct. Vous avez directement les données qui sont en live, qui sont accessibles, avec aussi la possibilité de télécharger ces données. Donc ce sont des données qui peuvent être utilisées par n'importe qui. Donc ça peut aussi servir à d'autres programmes. Donc c'est aussi l'intérêt de ce genre de démarche complètement participative. Un programme participatif, ça nécessite, comme je vous disais, de l'animation, donc une palette d'outils, des sites internet évidemment, surtout de la visualisation et du retour de données auprès des participants,
Et donc on a beaucoup travaillé récemment sur le développement de nouveaux modules de visualisation automatisés, interactifs, enfin plus c'est web, mieux c'est. On a créé récemment une application l'année dernière pour aider à saisir les données, en lien avec le parc des écrins qui nous a grandement aidé grâce à leur expérience de déploiement de ce genre de technologie, et qui facilitent le suivi sur le terrain évidemment. Et puis l'animation de réseau qui nécessite pas faire que du web, mais aussi de rencontrer des gens. Et donc on organise régulièrement des rencontres entre les participants. On va aussi sur les sites pour faire des animations dans différents secteurs, afin de réunir et de rencontrer quand même les participants pour vraiment avoir une dynamique importante. Alors on a lancé une étude sociologique pour essayer de comprendre qui étaient les observateurs de ce programme de sciences participatives. Et avec Bruno Strasser, qui est à l'Université de Genève, qui a regardé un petit peu les données depuis 10 ans pour voir déjà quelle était la composition des participants. Donc on voit ici que les connaissances botaniques sont moyennes. Donc c'est ce qu'on voulait au départ, hein, c'est-à-dire que c'est pas des spécialistes qui font ce programme. Il y a des spécialistes, une partie, notamment dans les espaces protégés, mais en majorité, les gens ne sont pas des spécialistes. Et puis la grosse composition se répartit entre particuliers et professionnels. Donc on voit l'équilibre là entre le grand public et notamment les espaces protégés. Les professionnels étant espaces protégés et forestiers. Et l'évolution du réseau depuis une dizaine d'années, donc voilà l'évolution de la participation. Donc vous avez une augmentation très forte au départ, puisqu'on a mis une grosse dynamique de communication, et un gros boom dans les années 2010, qui correspond assez d'ailleurs au gros boom de l'ensemble des programmes de sciences participatives qui ont commencé beaucoup dans ces années-là. Donc il y a une grosse mobilisation à ce moment-là, on a beaucoup parlé de ces programmes, et puis une chute un petit peu ces dernières années, qui est aussi un petit peu consécutive à notre façon de faire l'animation et d'évoluer dans l'animation du réseau, avec des actions peut-être un peu plus spécifiques et tournées vers comme vous allez le voir après, vers des acteurs peut-être un peu plus spécifiques. Et donc, comme tous les programmes de sciences participatives, on voit qu'il y a globalement se répartissent entre les départs et les arrivées on a une constance des départs, c'est-à-dire qu'on a toujours un renouvellement des participants important, là qui est d'environ 25%, vous voyez, qui tourne autour de 25%. Donc c'est classique dans les programmes de sciences participatives, les gens essayent, s'en vont, etc. Et donc c'est quelque chose qu'il faut compenser par des arrivées si vous voulez maintenir votre programme. Donc il faut que des gens arrivent en permanence dans le programme. Donc ici on voit que la chute un petit peu qu'on a ici est liée à une baisse notamment des arrivées des dernières années. Et vous comprendrez aisément que cette constance du programme il est très appréciable d'avoir les espaces protégés dans cette composante, puisque ça amène une composante stable dans la participation. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a du coup des gens qui ont une expérience de plus en plus importante au cours des années, avec des gens qui au départ n'avaient pas d'expérience dans la phénologie ou dans ce type d'observation, et voilà, comme il y en a quand même beaucoup qui sont participants depuis le début des années, depuis le début du programme, et donc vous avez une expérience qui augmente dans l'ensemble du panel des participants depuis le début du programme. Et la composition sociale des participants est principalement, vous voyez, en train d'évoluer vers une plus grande proportion de professionnels, et c'est ça où on a mis l'accent exprès là-dessus, c'est-à-dire que c'est un petit peu biaisé par notre activité au CREA, où on a voulu un peu plus cibler sur les espaces protégés notamment,
pour garantir cette stabilité du programme qui, avec les participants publics, enfin de grand public, était beaucoup plus fluctuante. Voilà, et juste pour vous montrer deux résultats pour conclure, et pour vous dire aussi que les résultats de ce programme permettent de faire de la recherche scientifique pure à la sortie, bien que les données puissent être collectées par des observateurs de tout type. On a obtenu une bourse de thèse depuis 1 an qui nous permet d'avoir donc une thésarde, Daphnéas, qui se lance sur l'analyse de ces données et va donc nous produire de grands résultats. Là, très sommairement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est évidemment un indicateur saisonnier important avec sur la période étudiée des grandes variations. Ici, vous avez les dates de débourrement des différentes espèces. Et vous voyez qu'on remarque notamment très clairement l'année 2013 qui fut très tardive par rapport à une année 2011 qui était une des années les plus précoces. Donc on a eu en plus dans ce timing des années vraiment intéressantes. Avec, pour l'instant, c'est un programme à très long terme, comme je disais, de très peu. Vous voyez, il n'y a pas de grosses tendances évidentes de démarrage plus précoce, par exemple, lié au climat qui évolue. Mais on a une légère tendance, par exemple, pour les espèces précoces qui semblent être affectées un petit peu plus fortement que les espèces tardives. Et puis, dernier résultat, c'est pour vous montrer l'intérêt de faire ça sur les massifs montagneux, c'est qu'on essaye de mesurer la sensibilité aux différentes altitudes de la réponse des espèces, et que toutes les espèces ne répondent pas obligatoirement de la même façon. Ici, vous avez le bouleau et là le frêne sur ces 2 années extrêmes 2011-2013 où on voit que il y a un décalage, c'est plus tardif en 2013 pour le frêne, mais de manière identique dans les différentes altitudes, alors que là, par exemple, pour le bouleau, c'est plus tardif, mais c'est d'autant plus tardif en altitude. Ou l'inverse, c'est plus précoce l'année précoce, mais d'autant plus en altitude. Donc voilà, on peut mettre en évidence des choses précises, intéressantes sur un suivi à très large échelle dans un massif, dans des massifs montagneux, puisque ça, au départ, c'était sur les Alpes, mais c'est en train de s'étendre et on est en train de coloniser les Pyrénées, si je puis dire, puisqu'il y a un démarrage intéressant avec le PNR des Pyrénées qui a commencé. J'espère que le parc national voudrait bien reprendre le flambeau aussi. C'est en train de partir en Espagne. Côté italien, ça c'est aussi parti dans le Val d'Aoste très fortement avec l'ensemble du corps forestier et des parcs régionaux et parcs nationaux du Grand Paradis. Donc on a une extension et je tiens à signaler aussi que ça fait partie du réseau national l'Observatoire des saisons. Donc, on a vocation à rassembler les données qui est un réseau identique de suivi de la phénologie à l'échelle de la France, mais dont le phénoclim est repris sur l'ensemble des massifs montagneux pour avoir un protocole identique sur les différents massifs. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne. Donc, en conclusion, un appel au peuple pour les... Voilà. Donc, je vous invite à visiter le site et à nous contacter pour faire de la phénologie dans vos massifs.